J'ai fait 1 semaine d'entraînement avec Serena. Et en l'occurrence, j'entraîne un joueur. Donc sur le papier, je peux pas l'entraîner. J'ai fait juste 1 semaine d'entraînement parce qu'elle est venue à mon académie. Et elle m'a demandé de le faire. Donc j'ai fait 1 semaine d'entraînement avec elle. Elle se sent super bien et elle arrive à Wimbledon. Priorité absolue pour elle. Elle vient de perdre au premier tour à Roland-Garros. Et donc, elle m'appelle quand elle arrive à Wimbledon. Et elle me dit, je me suis jamais senti aussi bien sur un court avec quelqu'un. Tu m'as redonné une confiance. Je me sens incroyable. Est-ce que tu voudrais bien faire Wimbledon avec moi? Me coacher pendant Wimbledon? Donc je lui dis, je sais pas parce que j'ai un joueur. Donc il faut que je lui demande s'il est OK que je fasse les deux. S'il me dit non, ce sera non. S'il me dit oui, ce sera oui. Le joueur étant Grigor Dimitrov à l'époque. Le joueur dit oui et on démarre. Et donc le premier entraînement à Wimbledon, j'arrive sur le court avant elle et je l'attends. Et lorsqu'elle arrive, je lui dis bonjour et elle passe à côté de moi comme si elle m'avait jamais vu de sa vie et elle me répond pas. Bon, très bien. On démarre l'entraînement. Elle commence à jouer et je suis derrière elle pendant qu'elle joue et à un moment je veux lui dire quelque chose, je m'approche d'elle, je me mets face à elle et je lui parle. Elle me regarde pas, elle me répond même pas, comme si j'existe pas. Elle reprend l'entraînement. Et au bout de 45 minutes, elle s'assied pour boire. Et je me dis, deux choses une, soit je la laisse faire ça et elle a déjà perdu tout respect pour moi, ou alors va falloir qu'elle s'en souvienne et que ça se reproduise plus jamais. Elle me donne une occasion unique d'asseoir mon autorité d'entrée. Et Serena, et ça l'est encore plus aujourd'hui, mais c'était déjà une légende. Et surtout, elle fait peur à tout le monde. Et quand elle fait ce qu'elle m'a fait à moi, le seul objectif, c'est de m'intimider et de prendre le pouvoir. C'est t'intimider ou c'est de te tester? Je pense les deux. Parce que je la connais très bien et elle sait qu'elle est intimidante naturellement. Et elle sait comment faire pour intimider les gens. Et alors pour le coup, quelqu'un qui n'a pas peur du silence, c'est bien elle. Elle n'a peur de rien. Et elle te le montre, et elle te provoque, et si tu te couches, c'est terminé. Elle a plus confiance en toi, et toi surtout, tu sais que tu es inférieur. C'est terminé, elle a pris l'ascendant. Et donc, je m'approche d'elle, elle a une casquette, et je frappe la visière de la casquette très très fort. À tel point qu'elle sursaute, et elle me regarde, elle comprend pas, c'est invraisemblable de faire un truc, personne ne lui a jamais fait ça, jamais. Et je lui dis, il y a quelques règles à suivre avec moi. Je lui dis, règle numéro 1, quand tu arrives le matin, tu me regardes dans les yeux et tu me dis bonjour. Ça s'appelle de la politesse. Et règle numéro 2, quand je te parle, tu me regardes et tu me réponds. Ça s'appelle aussi de la politesse. Et si tu fais pas ça, ça va être très compliqué avec moi, je te le dis tout de suite. Au moment où je le fais, ça passe ou ça casse. Elle peut me dire, mais tu te prends pour qui? Et me dégager dans la seconde. Mais j'estime qu'il y a des moments clés où il faut savoir prendre les risques. Ça peut casser, mais si ça réussit, c'est exceptionnel derrière, et ça a été exceptionnel. Puisque j'ai obtenu une confiance totale et un respect total de sa part. Dans tout... Voici un exemple de recadrage, même si nous n'aurons pas tous affaire à une Serena. Il s'agit de règles établies qui ne sont pas respectées, ou alors nous ne voyons pas la même chose. Donc je recadre et on voit l'impact positif que cela peut avoir derrière. Le recadrage est clairement pas un moment agréable, c'est clair, mais il est essentiel pour mieux se comprendre et avoir une relation efficace et performante. Le recadrage est rarement le moment que l'on préfère. Il s'agit souvent de problèmes qui vont être liés au comportement de la personne ou au non-respect des règles ou du cadre. Ainsi, le recadrage va permettre de responsabiliser le joueur ou la personne qui le reçoit et ainsi s'assurer que l'on voit bien les choses de la même manière. On va dire les choses une fois ou deux. On se croit patient jusqu'au jour où ça explose, telle une cocotte minute. Et donc, il va mieux falloir dire les choses au fur et à mesure, au lieu d'attendre et que tout explose. L'idée est plutôt de libérer la charge émotionnelle afin d'éviter ce qui peut se passer sur la photo. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je ne suis pas à l'aise à l'idée de faire un recadrage ? On a vu dans les vidéos précédentes les prophéties autoréalisatrices. Et donc là, c'est exactement la même chose dans le cas du recadrage. Si j'ai la croyance, donc je ne suis pas à l'aise avec le recadrage parce que je pense que le recadrage peut avoir plus de négatifs que de positifs et que ce n'est pas un moment agréable. Qu'est-ce que je fais? Je vais éviter autant que possible, sauf si c'est indispensable. Et donc, les petits problèmes vont devenir de plus en plus gros. La situation risque de s'envenimer. Qu'est-ce que cela va entraîner? Je vais être encore plus stressée à l'idée de devoir faire un recadrage difficile.
Et comme lorsque nous avons des émotions négatives, c'est encore plus difficile de pouvoir traiter l'information et donc je vais devoir faire un recadrage qui va être très difficile. Et donc cela va venir donc renforcer ma croyance que le recadrage n'est pas quelque chose d'agréable et qu'il est plus négatif que positif. Et donc si on n'arrive plus à se comprendre, c'est important de remettre un cadre, de poser des règles pour l'harmonie de la relation et du collectif. C'est pas forcément un moment agréable, mais ça permet de mettre le joueur en mouvement ou la personne en action. Quel est l'état d'esprit à adopter lorsqu'on fait un recadrage ? La première chose à faire est de ne surtout pas laisser votre joueur ou la personne à qui vous faites le recadrage s'enfoncer dans un tas de justifications. Car vous vous doutez bien que car elle a une bonne raison, sinon elle l'aurait fait. Donc on ne va pas écouter ces justifications, mais plutôt on ne va pas chercher dans le pourquoi tu ne l'as pas fait, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Que peut-on faire maintenant ? Car je me doute que tu as des bonnes raisons, sinon tu l'aurais fait. Et donc on va chercher plutôt à orienter la personne vers la solution, on va chercher à avancer. On va voir qu'il y a deux types de recadrage. On va parler de recadrage positif, puisque le premier que l'on va voir, c'est lorsqu'il s'agit d'une faute, d'un problème ponctuel, mais qui peut avoir de lourdes conséquences. Donc c'est quelque chose qui va se passer à une seule reprise. Par exemple, ça peut être balancer un match, ça peut être insulter l'arbitre ou tricher. Donc là, il va y avoir besoin de recadrer positivement. Ça peut aussi être, vous n'avez pas reçu, vous aviez demandé un compte-rendu, c'était dit qu'il devait être envoyé tous les vendredis, vous ne le recevez pas avant la semaine d'après. Ça peut être aussi une erreur donc ponctuelle. Qu'est-ce qu'il est important de faire ? Il est important, comme on a vu, d'agir à chaud, d'agir dès que possible et de ne pas laisser justement le problème devenir de plus en plus gros. On a besoin de recadrage immédiat. La deuxième chose à faire va être de valider les faits ensemble et d'analyser l'erreur ensemble. Ok, donc là, tu es bien d'accord qu'il s'est passé ça et ça. Ok, donc on a vu, on reste factuel. C'est important de ne pas être dans l'interprétation, mais d'être toujours factuel. Ensuite, on va énoncer l'impact de l'erreur pour vous et les conséquences sur ces résultats. Voilà ce que tu as fait. Et voilà les conséquences que ça a, soit sur tes résultats, pour moi ou pour la structure. Enfin, vous pouvez donc marquer une pause pour laisser la personne prendre conscience de l'erreur ou du comportement inapproprié qu'elle a eu. Et enfin, la dernière partie, qui est extrêmement importante, c'est de terminer sur une note positive. Vous venez de recadrer, donc c'est un moment qui est quand même plutôt désagréable, hein. La personne en face de vous ne va pas se sentir au mieux. Donc, c'est important de lui renouveler votre confiance et de lui dire tu vaux mieux que cette erreur, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en ta réussite. Rappelez-vous que la personne n'est pas le problème. Donc, le recadrage, on le fait sur l'action, sur le problème, mais ce n'est pas un problème de personne. Rappelez-vous donc la citation « dur avec les problèmes et doux avec les personnes ». Et donc, si je prends mon exemple personnel, le recadrage positif, des fois, entre le feedback correctif et le recadrage positif, la frontière peut être très fine. Et car le recadrage peut aussi faire grandir la personne. Lorsque j'étais jeune, donc j'avais 14 ans, et donc j'ai joué le tournoi des petits As, j'avais perdu dans le tableau final et je joue le tableau des consolantes. Et là, arrivé à mon troisième tour, je crois que j'étais donc à 2-2 et il y avait déjà eu une grosse erreur d'arbitrage. Et puis là, je subis deux grosses erreurs d'arbitrage, vraiment, mais des fautes j'avais l'impression des balles qui sortaient de 1 mètre et l'arbitre ne les voit pas. Donc évidemment, je m'agace de ça. Il se passe 2 fautes, 3 fautes. Et là, donc, je me dis, qu'est-ce qui se passe ? L'arbitre est contre moi. Et donc, cela ne m'était jamais arrivé. J'ai balancé mon match. Autant vous dire, j'étais pas forcément très fière de ce comportement, mais je sors du terrain. Et là, mon entraîneur me dit, bon, viens, on va parler. Tellement convaincue que j'étais dans mon bon droit d'avoir fait ça, puisque j'avais été victime d'une injustice. Je lui dis non, mais il y a rien à dire de toute façon, puisque j'ai balancé le match. Bon, au moins, on était d'accord sur les faits.
effectivement, si j'avais pas eu ce recadrage, j'aurais probablement renouvelé cette erreur parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir vécu une injustice et donc prise par les émotions, en plus plus capable de raisonner à la fin du match. Je me disais non mais on peut pas jouer ce genre, ça m'intéresse pas de jouer des matchs, s'il y a des erreurs d'arbitrage comme ça, on peut pas, ça sert à rien de jouer. Et donc, mon entraîneur, en discutant, m'a expliqué que cela faisait donc partie, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, d'interférences externes sur lesquelles j'ai pas de contrôle, pas de pouvoir. Et que ce genre d'erreur d'arbitrage peut arriver à tout le monde et que ça va se reproduire. Et si je garde ce comportement, je risque de perdre encore beaucoup de matchs. Et donc d'essayer de changer mon attitude. Évidemment, ça n'a pas été fait du tout sur un ton agressif ou sur le ton du reproche, mais plutôt un ton calme. Et donc, j'ai vraiment compris l'impact et les conséquences de mon attitude. 2 mois plus tard, je rejoue un tournoi international moins de 14 ans. Premier tour, fin du set, donc très serré. De nouveau, une faute d'arbitrage. Arrive le tie-break et là, de nouveau, grosse faute d'arbitrage. Et en plus, je perds le tie-break. Je vous laisse imaginer que... Voilà, alors je sens la tension monter, l'agacement arriver, mais je me souviens du comportement que j'ai eu il y a 2 mois. Et donc, je me rappelle que c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler. Et donc, je continue de m'accrocher et finalement, je gagne le match. Donc, pour moi, ça a été quelque chose, ce recadrage a été impactant et m'a marqué puisque on est obligé de jouer avec des fautes d'arbitrage. Ensuite, on va voir le cas d'un recadrage avec plusieurs étapes. Ça serait dans le cas où une erreur va se répéter. Donc, il y a une récurrence dans l'attitude du joueur ou du membre de votre équipe. Et donc, on va voir que les différentes étapes vont être d'abord, je vais siffler les erreurs de façon assez calme. Bon, rien ne va se passer, donc là, carton jaune. Toujours rien, donc carton rouge. On va voir donc, on va aller dans le détail de chacune de ces étapes. La première étape est donc de siffler les fautes gentiment 2 ou 3 fois. On peut commencer si ça se produit une fois. Si on reprend l'exemple du joueur qui manque l'entraînement physique une fois, bon, ben, on rappelle les règles, on décrit les faits et on lui demande une action rectificative. Ça peut être aussi avec un membre de votre équipe, donc il ne vous a pas envoyé le dossier. On lui rappelle, voilà, il était convenu que le dossier devait être envoyé vendredi. Or, je ne l'ai pas reçu. Peux-tu me le renvoyer pour ce soir ? Si ça se reproduit 2 fois, on peut utiliser donc la méthode de DESC ou la méthode OSBD que l'on a vue dans la précédente vidéo, justement pour être factuel et exprimer notre besoin et les solutions que l'on peut trouver ensemble. Si malgré tout, il ne se passe pas grand-chose et que l'erreur continue de se faire, je vais donc faire un entretien qu'on appelle l'entretien d'ajustement ou l'entretien de carton jaune. En quoi il va consister cet entretien ? La première étape donc va être de faire un constat factuel. Donc maintenant que vous êtes habitué à le faire, je ne fais pas d'interprétation, je ne fais pas de supposition, car sinon la personne peut être sur la défensive car elle aura l'impression d'être attaquée, de subir une attaque personnelle. Donc je reste vraiment factuel. Voilà, tu n'es pas venu, cela fait 3 fois que tu ne viens pas à l'entraînement physique sans prévenir. La deuxième étape va être donc de rappeler les règles. Voilà la règle, quand on ne vient pas, on prévient. À ce moment-là, vous pouvez vous attendre à ce que la personne de votre équipe ou votre joueur se noie dans des justifications. Donc c'est important de ne pas se laisser embrigader et d'être orienté vers la solution. Donc, ok, j'entends tes explications, mais je te propose qu'on échange sur le cadre. Une fois que vous avez rappelé les règles, vous allez échanger sur le sens des règles. Je dis bien échanger parce qu'il ne s'agit pas de donner des solutions ou de faire une leçon de morale à votre joueur ou aux membres de votre équipe. L'idée étant d'échanger et donc de lui demander « Ok, pour toi, quel est le sens de cette règle ? En quoi cette règle, elle est importante pour toi ?» Dans cette étape, l'important est de s'assurer que l'on voit les choses de la même manière, que la règle signifie la même chose pour moi que pour toi. Et enfin, une fois qu'on a fait ces 3 étapes, on va donc s'engager
sur une action et on va définir une date de suivi pour s'assurer que c'est bien fait. On peut demander à la personne de reformuler pour s'assurer qu'elle ait bien compris. C'est important que si la personne change de comportement, aussi de pouvoir lui faire un feedback positif la prochaine fois sur l'action qu'elle a mise en place. Imaginons malheureusement que le comportement continue de se détériorer ou qu'il y a encore plus d'erreurs. Deuxième entretien, là on va passer donc à l'entretien carton rouge. Évidemment, l'idée étant de ne pas faire le même entretien que vous avez fait, sinon il va y avoir une impression de déjà vu. Donc, la première chose à faire va être de faire un constat factuel et de rappeler la récurrence et la conséquence. Donc, on s'était vu à telle date pour échanger sur tes retards, sur le fait que tu ne venais pas, voilà, et ça s'est encore reproduit. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et donc là, à ce moment-là, on va échanger sur la solution. C'est dans cet entretien-là qu'on va échanger sur la solution. Et donc, on va demander à la personne, qu'est-ce que tu proposes? Quelle solution est-ce que tu proposes? Et là, on va la laisser réfléchir. Là, il ne s'agit en aucun cas de donner, vous, votre solution. Si la personne n'en a pas, c'est OK. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse le silence. Car le poids du silence est quelque chose de très lourd et de très anxiogène. Donc à ce moment-là, je peux vous dire que la personne, en tout cas, elle fait pas la maline, elle est pas bien. Mais c'est vraiment important de prendre ce temps du silence. On peut lui proposer de prendre une feuille, nous aussi on prend une feuille, et d'écrire, de noter les solutions qui lui passent par la tête. Donc on va s'assurer en tant que figure d'autorité d'en noter au moins une ou deux, car ça va sûrement entraîner à en trouver elle aussi. Ça peut arriver parfois que la personne ne trouve toujours pas de solution. Donc on tient bon, et ce qu'on peut lui proposer c'est « Ok, je te propose de réfléchir ce soir et on en reparle demain matin ». Donc on laisse, parce qu'on sait toujours que les solutions qui sont trouvées par la personne auront plus d'impact que les solutions qui seront amenées à la personne. C'est important que ça vienne d'elle. Qu'est-ce qui se passe donc le lendemain matin? Soit elle a une solution, si elle revient et que vraiment elle n'a pas de solution, qu'est-ce qu'on fait? C'est à ce moment-là, éventuellement, qu'on peut lui proposer une solution, mais en dernier recours. En lui demandant, OK, est-ce que tu es OK pour que je te propose une solution? Une fois qu'on a la solution, on va s'assurer d'être là en soutien pour elle. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour que tu réussisses? De quoi as-tu besoin? Une fois qu'on a les solutions, de nouveau, on termine par un engagement et un suivi. On peut redemander à la personne, OK, pour m'assurer que tu as bien compris, est-ce que tu peux reformuler ce qu'on vient de se dire? Et donc, on bloque un prochain suivi. Et encore une fois, on s'assure que si la personne le fait bien, change son comportement, de lui donner un feedback positif. L'important du feedback, c'est d'être juste. Donc, quand on recadre, qu'il y a quelque chose à améliorer, à recadrer, on le fait, mais on souligne aussi ce qui va bien. Donc voilà pour les différents recadrages positifs. En revanche, c'est important de s'assurer que le cadre est bien posé. Si vous apercevez finalement que les règles n'étaient pas très claires, à vous d'en assumer la responsabilité et c'est totalement OK. Mais il va juste falloir définir des règles plus claires pour vous et pour votre joueur ou pour les personnes de votre équipe. Donc je vous propose maintenant de réfléchir si vous avez l'habitude de siffler plusieurs fautes. Quelles sont les fautes que vous sifflez? Est-ce que certaines mériteraient un recadrage? Êtes-vous plutôt à l'aise avec le recadrage? Comment le percevez-vous?